On va démarrer. J'espère que vous avez bien déjeuné. Donc après un bon repas, on fait une petite sieste. On va essayer d'énergiser un peu tout ça. Je vais vous parler d'un sujet, GitOps, Continuous Delivery, comment éviter l'enfer. Donc ce n'est pas un sujet super sexy, mais vous verrez, c'est très important. Si vous avez déjà été, et certainement vous avez été confronté à ce genre de problématique, on verra ça en détail. Tout d'abord, avant de commencer, je vais me présenter. Si ma télécommande fonctionne. Oui, ça y est, elle va fonctionner. Non, toujours pas. Attendez, petit souci technique. Voilà, c'est bon. Je me présente, je m'appelle Philippe Morisseau, je suis Cloud Solution Architect et expert dans les démarches DevOps chez OnePoint depuis 5 ans à peu près. Et puis voilà, j'ai une belle coloration Microsoft avec tous mes petits badges. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous parler de Microsoft, ça va être très généraliste, donc tous ceux qui ont une allergie à Microsoft, ne partez pas, vous pouvez rester. On rentre dans le vif du sujet, comment on arrive à ce que notre monsieur qui est là, notre Ops ou notre DevOps ou ce que vous voulez, se prend la tête à chaque fois qu'on déploie un composant, notre application sur un environnement. Eh bien, je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, on imagine une équipe DevOps. Dans le monde idéal, on dit, bon voilà, on a mis en place une démarche DevOps. L'équipe, elle est mature, elle connaît les pratiques DevOps, elle sait faire du DevOps. Et donc, du coup, elle a entièrement automatisé son déploiement sur tous ses environnements. Donc, elle a automatisé via du CI/CD, que vous connaissez certainement. Et donc, du coup, l'application, elle est développée par les équipes de développement. Sur des repos Git, par exemple, il y a une compilation durant la Continuous Integration avec des tests, bien entendu, et aussi de l'analyse de qualité, de sécurité, etc. etc. Ensuite, on déploie sur le premier environnement de dev, par exemple. On déploie sur le deuxième environnement, une fois qu'on a validé sur le premier environnement de développement que ça fonctionnait, sur l'environnement de test. Et puis, une fois qu'on a validé pendant la recette métier que ça fonctionnait parfaitement, allez hop, on envoie tout ça en prod. Ça, c'est parfait. Bon, on se dit, là, sur le papier, on est bien. Sauf que, souvent, on oublie quelque chose, c'est que notre package que l'on a déployé sur nos différents environnements, il ne vient pas tout seul. En effet, on oublie qu'il y a une configuration. À chaque fois que vous allez déployer une application, vous allez avoir une configuration qui va aller avec. Et ça, on a tendance, des fois, à l'oublier. Je prends un exemple. On imagine une application avec une configuration, 3 paramètres, paramètre 1, paramètre 2, paramètre 3. Sur ces 3 paramètres, on se dit, bon ben voilà, j'ai une première version de mon application, elle utilise ces 3 paramètres, je déploie sur l'environnement de dev, ça fonctionne. Ensuite, je déploie sur mon environnement de recette, donc du AT, avec des paramètres peut-être différents en fonction de mon environnement, ça fonctionne aussi, et je déploie en prod. Parfait, ça fonctionne. Donc, on a notre première version déployée jusqu'en prod avec notre configuration. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, notre client nous dit, bon, ben voilà, il faut faire des évolutions. Et donc, on décide de faire une V2 qu'on déploie en dev. Et puis, ben, cette version 2 modifie les paramètres parce qu'on a besoin de modifier nos paramètres de configuration. Donc, on va rajouter des paramètres, on va en modifier, on va en supprimer, par exemple. Et donc, du coup, eh bien, on va avoir déjà le premier risque. C'est-à-dire que nos développeurs, notre équipe DevOps qui est concentrée sur sa phase de dev et puis de déploiement sur l'environnement de dev, parce qu'en fait, en général, c'est ça qu'elles font le plus régulièrement, elles vont constater ce problème de paramétrage et elles vont le faire sur le premier environnement. Sauf que, souvent, elles vont oublier qu'il y a un nouveau paramètre à mettre sur les autres environnements. Et donc, lorsqu'on va déployer en UAT, ah mince, ça ne fonctionne pas. Ah oui, j'ai oublié le paramètre. OK, donc je rajoute. Tout va bien. Ça fonctionne en UAT. Deuxième cas de figure, pendant qu'on était en train de faire la recette de notre version 2, de notre application, on constate qu'il y a un bug sur notre prod. Ah là là, il y a un bug. Qu'est-ce qu'on fait On fait un fixe. OK, donc notre équipe de développement, et puis nos ops, enfin notre équipe, décide de faire un fixe, et donc, du coup, font une première version, une V1.0.1. Un hotfix. OK. Sauf que là, j'étais sur ma configuration de ma V2. Donc, il faut que je fasse un rollback de ma configuration pour être compatible avec ma version 1.0.1. Donc, je fais un rollback de ma configuration. Pas de souci. Ça marche. Hop là, j'ai une slide de retard.
Hop là. Ça marche. Tout va bien. Donc, je fais mon rollback. Je valide. Mon hotfix fonctionne sur mon environnement d'intégration. Bon, ben, je peux aller déployer en prod. Ah ouais, mais sauf que sur mon chemin, j'ai l'UAT. Et j'ai mon client qui fait sa recette métier. Ah, bon alors, stoppez la recette, les gars. Je dois déployer un hotfix. Donc, on fait un rollback de la configuration. On fait le hotfix en UAT. Et puis ensuite, on le déploiera en prod. Donc, ça peut créer beaucoup de perturbations sur notre démarche. Deuxième cas suivant. Là, on était dans un cas où on avait une application avec un seul composant, un monolithe. Sauf que dans la réalité, on va souvent avoir plusieurs composants parce qu'on va avoir une application distribuée, par exemple. Et donc, ça veut dire que chacun des composants va avoir son propre paramétrage. On va constater aussi qu'il y a des paramétrages de chacun des composants qui sont communs entre eux. On appelle ça des variables d'environnement. Vous avez dû en entendre parler. Donc, ça veut dire que ces variables d'environnement, on peut les regrouper dans un seul et même élément qui s'appelle la config d'environnement. Donc, on fait ça, on fait une config d'environnement. Et puis, on imagine maintenant qu'on se décide de changer notre config d'environnement parce qu'on, admettons, on a changé un paramètre X ou Y dans notre config d'environnement. Ah ouais, attention, si on modifie notre config d'environnement, ça veut dire qu'il faut aussi redéployer, si on n'a pas mis en place les bons outils, chacun des composants pour qu'ils héritent automatiquement de cette nouvelle configuration d'environnement. Donc, attention, ça peut avoir des soucis là-dessus. Le point suivant, qui peut prendre la tête, c'est les fameux certificats. Ça, c'est chiant. Les certificats, en fait, ont une particularité, c'est que, hop là, ils expirent. Et ça, on le sait, mais on l'oublie, l'expiration. On se dit, oh, on verra, c'est dans un an. J'ai le temps, pas de souci. Et le problème, c'est que ce n'est pas dans nos pipelines de CI/CD. Parce qu'en général, l'expiration, on ne va pas la programmer, on ne va pas dire, ah, dans un an, en fait, il faut que je redéploie mon composant pour pouvoir remettre à jour le certificat. Non, 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 ça ne se passe jamais comme ça. Donc, on va constater que le déploiement de notre certificat est pas lié à notre cycle de production logicielle. Et donc, du coup, on est un peu embêté. Et ça peut poser des problèmes. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Vous allez me dire, ouais, mais attendez, là, t'es mignon. Là, tu as fait un truc très linéaire, déploiement en dev, donc pour faire les tests d'intégration, déploiement en UAT, et ensuite déploiement en prod. Sauf que si on est un petit peu malin, on se dit, OK, d'accord, là, j'ai un hotfix à faire. Donc, ma solution, c'est de faire un environnement supplémentaire, un quatrième environnement, qui va nous permettre de faire nos hotfix et de déployer les hotfix directement en prod sans bloquer ma recette client, ma recette métier. C'est une bonne idée sur le papier. Sauf que, attention, si on fait ça, on va souvent vouloir le faire en cours de développement. Donc on a fait une première version, on s'est pris les pieds dans le tapis, on rajoute un nouvel environnement. Très bien. Sauf que si on regarde un petit peu l'historique de notre pipeline, on imagine qu'on a fait notre première version 1, on avait les environnements dev, UAT, prod, puis ensuite, entre la version 1 et la version 2, on a imaginé qu'il nous fallait un nouvel environnement. Donc, on a rajouté dans notre pipeline l'environnement hotfix, par exemple. Et puis, on rencontre ce problème-là d'environnement hotfix. Et donc, on veut faire un hotfix. Donc, on dit, bon, OK, je fais une branche de hotfix. Donc, sur ma V1, donc la 1.0.1, et puis je fais un cherry pick de mon hotfix. Puis tout va bien. Ah ouais, sauf que mon pipeline, à ce moment-là, il ne connaît pas mon environnement hotfix, puisqu'il hérite de la version 1, qui, elle, n'avait pas d'environnement de hotfix. OK, donc du coup, ça veut dire qu'on a des potentiels problèmes lorsqu'on va faire la modification de notre processus de mise en production. Il faudra bien penser, à chaque fois qu'on va modifier notre processus de mise en production, à cherry-picker sur chacune des branches actives notre processus. Une solution, entre autres. Le problème suivant, il y en a plein, il y en a beaucoup, les dépendances de déploiement. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça. On déploie l'infra, on est content, on fait de l'infra as code, super, tip top. Donc, du coup, on fait de l'infra, et puis sur cette infrastructure, on a déployé des web services, et puis il y a des web services qui utilisent d'autres web services, etc. Donc là, on a un petit scénario avec
Web Service 1, Web Service 2, Web Service 3 qui utilise le Web Service 2, pourquoi pas. Et donc, du coup, tous ces composants, parce qu'on considère que notre infra, c'est un composant à part entière, a son propre pipeline de CI/CD. Parfait. Mais maintenant, j'imagine que je fais une évolution de mon pipeline d'infra pour pouvoir, admettons, rajouter un élément X ou Y, rajouter une base de données ou modifier la configuration d'un web service, etc. Donc, ça veut dire que sur ma config d'environnement, parce qu'en fait, mon infra est très lié à mon environnement, je vais avoir une évolution de ma config d'environnement. Ce qui veut dire aussi que si je fais une modification de ma config d'environnement, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir redéployer l'ensemble des dépendances de déploiement. Sinon, on va avoir un écart et ça va commencer à balloter. C'est bon pour vous? OK. Donc, en conclusion, en résumé, tous nos problèmes. On a la configuration doit correspondre à la fois à l'environnement, mais aussi à la version. On a pu le voir au tout début, problème de version sur les environnements. Le deuxième souci, c'est que certains éléments dans notre solution ne suivent pas forcément le cycle de production logicielle, nos certificats, par exemple. Donc ça peut nous poser des risques d'oubli. Le troisième souci, c'est la modification du processus de mise en production qui peut avoir des répercussions inattendues. On n'avait pas imaginé que, en fait, si je devais faire un hotfix, mon environnement, mon processus de mise en production qui a été modifié, en fait, il va être pété. En tous les cas, il va y avoir un blocage. Donc, on va être embêté. Le quatrième souci, c'est la complexité de la configuration qui croît proportionnellement au nombre de pipelines. Plus vous aurez de pipelines, donc de déploiement, donc plus vous aurez une architecture distribuée avec plein de pipelines pour déployer tous vos composants, plus vous aurez une configuration de plus en plus complexe. C'est mathématique. Donc, plus votre configuration est complexe, plus vous avez de risques d'erreur dans votre configuration. Et enfin, le dernier point, c'est que l'évolution d'un composant peut impacter, donc c'est les fameuses dépendances de déploiement, peut impacter peut impacter les autres composants qui en dépendent. Donc là, on a encore une fois, on a un risque d'anomalie. OK, donc là, on a fait le tour de nos risques. Et donc, on voit à peu près comment ça peut être l'enfer. Bon, maintenant, je vous donne un peu quelques solutions que moi, j'ai pu mettre en place et, avec l'expérience. Je suis assez vieux, hein, j'ai un peu les cheveux grisonnants. Et ce n'est pas un tube de vaseline, hein, je le précise bien parce que... Donc, voilà, ce n'est pas la solution. Alors, il y a une solution, on en a entendu beaucoup parler ces derniers mois, c'est le Boring Architecture. Principe sympa sur le papier. Enfin, moi, quand je l'ai vu, j'ai dit ouais, OK. Le principe, c'est de dire, en fait, on va simplifier notre architecture. Peut-être que notre architecture est beaucoup trop complexe pour ce qu'on a besoin de faire. Et donc, du coup, si on simplifie notre architecture, donc si on a de moins en moins de dépendances, si on a moins en moins, si notre application est moins distribuée, ça va simplifier tout notre processus de CI/CD. Exemple, notre monolithe versus notre application distribuée. Sur notre monolithe, on peut se contenter d'avoir un seul repo Git. Sur notre application distribuée, on aura peut-être besoin d'en avoir plein. 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, comme vous voulez. Et pour chacun de vos repos, vous allez avoir des pipelines. Sur votre application monolithe, vous en aurez un pipeline, puisque vous avez un repo. Vous pouvez vous contenter, en tous les cas, d'un seul pipeline. Alors que sur votre application distribuée, vous aurez certainement besoin de plusieurs pipelines pour déployer vos différents composants de votre application distribuée. L'autre souci, la comparaison aussi continue avec votre monolithe, une seule configuration par environnement, c'est la configuration de votre monolithe, vous envoyez tout ça, merci, au revoir, tout va bien. Alors que sur une application distribuée, vous aurez une configuration d'environnement qui sera valable à l'ensemble de vos composants de votre application distribuée, mais aussi une configuration pour chacun des composants distribués. Donc c'est quand même beaucoup plus complexe. Donc ça, c'est super sympa, ça simplifie quand même notre architecture, et ça simplifie notre problématique. Donc, grosso modo, on répond de problèmes de complexité de la configuration
et de dépendance d'un composant, puisque bon, on n'a plus qu'un seul monolithe, donc beaucoup moins de dépendance. Le souci de ça, c'est que sur notre monolithe, si on fait de la CI, par exemple, ou la CI/CD d'ailleurs, eh ben, il va falloir quand même contrôler la qualité de notre code. Donc ça veut dire que sur notre monolithe, je prends une proportion, je compare à peu près à volume équivalent, sur notre monolithe à 1 million de lignes de code, ben, il va falloir faire une analyse SonarQube, une dependency check, enfin les analyses de dépendance, donc au niveau de la sécurité sur les 1 million de lignes de code, faire l'exécution des tests unitaires sur les 1 million de lignes de code, faire des tests d'intégration sur l'ensemble du monolithe, les tests fonctionnels sur l'ensemble du monolithe. Ça commence à faire beaucoup. Alors que sur une application distribuée, l'avantage, c'est qu'on peut répartir cette activité en fonction des différents composants. Dire, bon, OK, là, je vais juste déployer, faire une mise à jour sur tel composant, donc je n'ai pas besoin de faire l'intégralité. J'ai juste besoin de reprendre les 50 000 lignes de code du composant A, qui, lui, contient 500 tests unitaires et 50 tests d'intégration, par exemple. Ce qui fait que votre continuous integration et votre continuous deployment sera beaucoup plus rapide en temps d'exécution. Et le temps d'exécution, c'est un facteur important. L'objectif, c'est le time to market. Donc, si vous avez des ambitions de déployer régulièrement vos applications en prod, si vous mettez 2 ou 3 heures entre le moment où vous avez fait votre commit et le moment où c'est déployé sur votre premier environnement, là, je pense que vous allez avoir des petits soucis. Donc, il y a déjà cette problématique de temps sur le Boring Architecture. Donc, ça marche pour une petite application. J'ai des doutes sur une grosse application. Il y a l'empreinte carbone, forcément, parce que analyser régulièrement 1 million de lignes de code, faire des tests unitaires sur l'intégralité, ça a un impact environnemental non négligeable. Et puis, forcément, ça a un impact financier parce que le temps, c'est de l'argent. Et la consommation de CPU mémoire, c'est du carbone, et donc du carbone, c'est de l'argent. Tout ça pour dire que ce n'est peut-être pas la bonne solution. Reprenons. Autre solution que j'aime bien aborder, c'est le cycle de vie. Reprenons un petit peu de recul, et puis on va se dire, OK, mon application, elle est distribuée, je n'ai pas le choix pour des raisons X ou Y, et puis c'est parce que j'aime bien faire des applications distribuées, c'est parfait. Donc j'ai mon infra, j'ai mes différents composants, et je vais essayer d'analyser un petit peu à quel moment je déploie mon infra, à quelle fréquence et comment je la déploie, mon infra. Alors certainement, au début, vous allez avoir une fréquence assez élevée de déploiement de votre infrastructure, parce que vous allez déployer des différents paramètres, vous allez rajouter des composants, et puis au bout d'un moment, ça va se stabiliser parce que vous n'avez plus besoin de faire évoluer votre infrastructure. Donc vous allez avoir un peu une espèce de truc un peu comme ça. Et ensuite, sur votre infrastructure, vous allez avoir vos composants qui vont s'exécuter. Donc là, j'ai essayé d'imaginer un back-end et un front-end. Et là, vous pouvez constater quand même que sur les cycles de déploiement, j'ai quand même des petites corrélations. C'est-à-dire que mon back-end et mon front-end, en fait, généralement, je les déploie en même temps. OK? Donc, est-ce que c'est vraiment utile de faire 2 pipelines pour chacun d'eux? Est-ce que je ne mettrai pas mon back-end et mon front-end dans mon même pipeline pour que ce soit plus efficace? Je vais simplifier à ce moment-là, puisque je ne vais pas avoir 3 pipelines, mais plus que 2. Certes, dans certains cas, je vais déployer mon front alors que j'ai fait qu'une évolution sur mon back, mais généralement, j'ai besoin de faire le déploiement des 2 composants. Donc, ça a du sens. Et puis, pour ces cycles de vie, c'est aussi imaginer et noter la fréquence de nos certificats ou des choses qui expirent. Donc là, j'ai parlé des certificats, mais ça peut être aussi des secrets, des tokens, tout plein de choses. Donc, quand on commence à penser cycle de vie et à inscrire dans notre démarche le cycle de vie de chacun des composants, je vous assure qu'on les oublie beaucoup moins. Donc, conseil numéro 1, quand on pense au cycle de vie, on va résoudre 2 problèmes. Le problème numéro 1, de savoir que certains composants de votre solution ne suivent pas forcément votre cycle de production logicielle
Donc avec les cycles de vie, on les identifie, donc ça sera toujours plus facile de les suivre. Et puis aussi la complexité, donc quand on regroupe nos composants, parce qu'en fait on constate qu'ils ont le même cycle de vie, on n'a plus qu'un seul pipeline, donc du coup on simplifie notre complexité de configuration. Un autre paramètre, une autre solution, alors vous allez me dire, mais c'est obvious, quoi. C'est évident, il faut le faire. Oui, mais sauf qu'on ne le fait pas. Donc, ou on ne le fait pas assez. Je prends un exemple, notre composant a des paramètres, hein, donc je reprends paramètre 1, paramètre 2, paramètre 3. Et puis, on a aussi un paramètre pour gérer le niveau de log. Ah, mince. Alors, ceux qui sont allergiques à Microsoft, désolé. Donc, on a notre configuration de log en disant, par défaut, on est en mode trace. Donc après pour la librairie Microsoft, enfin tout ce qui commence par Microsoft point quelque chose, on mettra des logs en mode warning, enfin on captera que les logs de mode warning, et tout ce qui est en Microsoft.hosting.lifetime, on captera tout ce qui est en information. Ça veut dire aussi que dans notre configuration, on a un truc un peu complexe, hein, une sorte de JSON à gérer. Un conseil, c'est de se dire, pourquoi pas faire une correspondance, de dire au lieu de stocker ce JSON, plutôt stocker un paramètre qui, lui, va charger cette configuration. De dire, en fait, là, on est en mode verbose, et puis, en fait, le mode verbose, ça correspond à tout ça. En termes de configuration, ça simplifie quand même votre vie. C'est dans votre application, c'est dans votre composant, vous avez défini le fonctionnement du système de log de cette façon-là. L'autre truc que je vois encore trop souvent, c'est les doublons dans votre configuration. Donc là, on a une connexion à une base de données, on imagine. Et puis, on a donc notre développeur, voilà, en général, c'est un développeur qui fait ce genre de bêtises, qui met server name, le serveur login, serveur password. Et puis, à un moment donné, parce que sur un de ses frameworks, il demandait une chaîne de connexion, il s'est pas embêté, il a rajouté un autre paramètre qui est server connection string, sans se rendre compte qu'en fait, il pouvait composer sa connection string avec les 3 premiers paramètres. Donc en fait, il aurait pu éviter de mettre ce 4e paramètre, ou l'inverse, de dire, en fait, ce 4e paramètre, je vais le garder, et je vais enlever les 3 autres. Pourquoi c'est important? Parce que si vous ne faites pas ça, d'un côté, vous allez changer, admettons, vous décidez de changer le mot de passe, il faudra penser à le changer des deux côtés. D'un point de vue opérationnel, c'est chiant. Si vous n'en avez que un, c'est simple. OK, très simple. Donc du coup, là, levier immédiat, on réduit automatiquement la complexité de notre configuration en faisant des choses comme ça, en simplifiant notre configuration. En fait, je ne vais pas vous dire de tout enlever vos paramètres de configuration. Il y a un juste milieu. Moi, j'appelle ça la cible. En fait, une sorte de système où en fait on va avoir le nombre de pipelines et le nombre de paramètres. Plus on va avoir de pipelines de CI/CD et plus on va avoir de paramètres, plus on va avoir une application distribuée complexe. Et à l'inverse, moins on en aura, plus on sera vers un monolithe exigeant. Alors quand je parle d'exigence, ça veut dire que grosso modo, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec lui, quoi. Il est prévu pour fonctionner comme ça, il fonctionnera comme ça. Vous ne pouvez pas changer son fonctionnement. Donc ça peut être exigeant. Et ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Une autre solution, c'est que, là tout à l'heure, on modifiait le processus de notre mise en production en rajoutant notre environnement de hotfix. C'est de se dire, OK, dès que je modifie mon processus de mise en production, certes, ce n'est peut-être pas une version majeure parce que je n'ai pas fait d'évolution sur mon application, mais je peux considérer que c'est suffisamment important pour ma production logicielle pour que j'aille jusqu'en prod, même si je n'ai pas fait d'évolution. Mais au moins, je m'assure que mon chemin est propre à partir de là. Donc, en faisant tout de suite, en disant, voilà, au lieu de faire une nouvelle version majeure, j'ai fait une version mineure. Cette version mineure, elle intègre mon nouvel environnement. Et donc, du coup, comme ça, je vais pouvoir tirer mes configurations. Désolé pour la slide en retard. Et donc, du coup, en faisant comme ça, du coup, on résout automatiquement ce problème de risque de blocage avec le processus de mise en production qui change. OK. Donc, on continue.
Et là, je vais aborder, parce que c'était quand même un peu le titre de cette conférence, enfin c'était dans le titre en tous les cas, je vais vous parler un peu de GitOps. Apparemment, vous avez eu pas mal de conférences le premier jour, pour ceux qui étaient là le premier jour sur GitOps. Alors je vous rassure, je ne veux pas vous parler de produits, hein. Je ne veux pas vous parler de Flux, ni de Argo, ni de ce que vous voulez. Non, je vais juste vous parler du concept GitOps, ou de la démarche GitOps, parce que c'est au-delà des outils, c'est à la base une démarche. En fait, c'est la rencontre des devs et des ops. Donc dans la démarche DevOps, les ops ils se sont dit dis donc, développeur, c'est vachement sympa ton truc avec Git là, pour gérer ton code. Pourquoi je n'utiliserais pas ça pour gérer ma configuration? Je vais comme ça, j'aurai un historique de ma configuration et ça sera beaucoup plus facile à gérer. Excellente idée. Donc là, on avait nos monolithes. On va l'oublier parce que celui-ci ne nous intéresse pas. Et on va partir sur notre application distribuée. On reprend notre application distribuée. On disait que sur nos composants, on avait à la fois des paramètres de configuration d'environnement et des paramètres de configuration spécifiques à notre composant. OK. Si on veut avoir une petite map un petit peu plus compréhensible de tout ça, j'ai fait 4 catégories. En fait, on va avoir des paramètres qui sont dédiés à notre composant, des paramètres qui sont communs, donc c'est nos paramètres d'environnement, nos variables d'environnement, des paramètres qui sont liés à notre déploiement, donc typiquement le nom de l'environnement, donc enfin à notre déploiement, pardon, des paramètres qui sont liés à notre déploiement, donc typiquement le nom de l'environnement. Si on déploie sur l'environnement d'UAT, on voudra certainement avoir un paramètre qui indique UAT, par exemple. Et puis il y a des choses qui ne sont pas liées à notre déploiement, comme les certificats, les feature flags, des choses comme ça, où on va vouloir modifier ces paramètres à tout moment, pas au moment où on va déployer notre application. Et puis, voilà, donc on a les dédiés, les communs, les liés au déploiement et les non liés au déploiement. Ce qui nous intéresse dans la démarche GitOps, c'est ceux qui ne sont pas liés au déploiement et ceux qui sont communs. Les autres, en général, ce n'est pas ceux-là qui nous embêtent. Et donc, on va prendre ces deux-là et on se dit, OK, comme je vous le disais, on va mettre ça dans un repo Git. Youpi, on met ça dans notre repo Git. Et puis c'est bien avec un repo Git, c'est parce que je suis capable de pouvoir lancer un pipeline de CI/CD qui va me déployer ma configuration. Tip top. Donc, du coup, rebelote, je prends mes paramètres de configuration que j'ai mis dans mon repo Git, je crée un pipeline, donc un nouveau pipeline, et qui, lui, va se charger de déployer ça sur chacun de mes composants de mon application distribuée. Ouais. Par contre, qu'est-ce qui se passe si, à un moment donné, j'ai un de mes composants, j'arrive pas à déployer la configuration parce que il était éteint ou il n'était pas disponible? On va avoir une désynchronisation. Et ça peut être très dangereux. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Enfin, ce n'est pas la solution conseillée. Une autre solution, c'est d'utiliser plutôt un gestionnaire de configuration. Donc là, comme je vous disais, Argo, Flux ou ce que vous voulez, qui, lui, va faire l'interface entre votre repo Git et vos applications. C'est une application en tant que telle qui va s'exécuter et qui va distribuer la configuration à vos composants. Donc vous dites, bon ok, ce gestionnaire de configuration, il va aller piocher dans mon repo Git et puis ça va fonctionner nickel. Parfait. Sauf que, attention, on peut avoir un problème, c'est que on va avoir nos différents environnements. Donc on va avoir le hors prod. Donc là, il va piocher dans votre repo Git. Votre ingénieur sécurité, il va dire, votre responsable de la sécurité, il va dire, ouais, moi, il n'y a pas de souci, c'est du hors prod, ça ne me pose pas de souci. Mais sauf qu'au moment où vous allez vouloir faire la même chose sur votre prod, là, je pense qu'il va peut-être dire non. Il va dire non. En prod, interdiction que vos composants que vous déployez, je ne sais pas ce que vous déployez d'ailleurs, j'en ai rien à faire, mais interdiction d'aller piocher sur les repos Git. Interdiction. Donc non, ça ne marche pas. Donc, alors comment on fait? L'autre solution, c'est de dire, au lieu d'aller que mon config manager aille piocher dans mon repo Git, je reprends mon pipeline et je vais pousser ma configuration à mon gestionnaire de configuration. Et à ce moment-là, on a quelque chose qui fonctionne. Notre ingénieur sécurité, il est content parce que, grosso modo, votre configuration manager ne va pas piocher sur votre repo Git. C'est passé par un pipeline. Il y a eu des approbations. Il peut même passer dans le cycle de CI/CD en mettant un petit coup de tampon sur la configuration en s'assurant que c'est conforme, etc. J'y reviendrai un petit peu après. Et donc, du coup, si on constate, on applique cette démarche GitOps,
eh ben, on va constater qu'on va résoudre pas mal de soucis. On reprend notre problème de hotfix. Donc, on a fait nos hotfix, et puis là, on avait un souci parce que forcément, il fallait faire un rollback sur notre configuration. Eh ben, avec notre configuration manager, ça va presque être transparent. Parce que comme vous avez déjà déployé votre première version, il a dans l'historique la version précédente. Donc, vous allez pouvoir mettre au niveau de votre gestionnaire de configuration une condition. Alors, ça dépend des gestionnaires de configuration. Il y en a qui ne le font pas, mais autrement, vous l'implémentez vous-même. Mais vous allez pouvoir, en tous les cas, mettre en place une condition en disant, voilà, si c'est un composant en version 1, je vais chercher telle configuration. Si c'est une composant en version 2, je vais chercher telle configuration. Donc, ça résout ce premier problème. Le second souci, c'est les variables d'environnement. Donc, comme je vous disais, nos variables d'environnement, on va les retrouver sur nos différents environnements, elles vont de commun à l'ensemble de nos composants. Puis là, l'avantage avec notre Configuration Manager, c'est que comme il le met à disposition à l'ensemble de nos composants, grosso modo, plus de problème. On sait que l'ensemble de nos composants vont aller piocher sur notre Configuration Manager la bonne configuration, et donc, du coup, ils seront tous synchrones. Pas de loupé. Pareil pour les certificats. OK, du coup, votre Configuration Manager, lui, va être en capacité, certains, alors pas tous encore une fois, vont être en capacité de pouvoir gérer pour vous les certificats, les renouveler, si vous le voulez, ou, en tous les cas, vous envoyer une alerte en disant « Ah, au fait, le certificat, il a expiré, il faut que tu le renouvelles bientôt. » Et du coup, quand vous allez le pousser, vous allez vous assurer que le certificat il est bien poussé sur l'ensemble des composants. Donc ça, bonne astuce. Encore une fois, sur les dépendances de déploiement, pareil. On imagine, on reprend notre infra qui va déployer la configuration de notre environnement, donc grosso modo des clés, des secrets et tout ça, ou des endpoints, des choses comme ça, qu'on va déployer et qu'on va mettre dans notre configuration d'environnement. Donc comme on avait comme souci, c'était qu'il fallait que l'ensemble des composants soient redéployés pour pouvoir récupérer cette nouvelle configuration d'environnement. Notre Configuration Manager, comme il se met en intermédiaire, on se contente juste de mettre à jour notre configuration d'environnement. Notre Configuration Manager, lui, va chercher la configuration d'environnement, la met à disposition à l'ensemble de nos composants. Merci, au revoir. On résout pas mal de soucis. On constate aussi que, avec cette démarche-là, on va, je vais y arriver, que la configuration que je vous disais doit correspondre à l'environnement et à la version. Là, on arrive à le gérer avec la possibilité de pouvoir mettre des règles, version 1, version 2, etc. On est capable aussi de gérer les problématiques des cycles de production logicielle, puisqu'avec vos certificats, le Configuration Manager va se mettre en intermédiaire et va pouvoir gérer pour vous, en tous les cas, les cycles de production logicielle. Et le dernier point, c'est la possibilité pour vous de, je vais y arriver, l'évolution d'un composant qui peut impacter les autres composants qui en dépendent. Donc votre Configuration Manager, comme il centralise tout ça, on résout ce problème-là. Bon, mais parfait. C'est fini. Ah, non, c'est pas fini. Non, parce que allez pas me mettre tout et n'importe quoi dans le repo Git. Parce que je veux bien que ce soit un gestionnaire de configuration et que tout ça se soit appuyé sur un repo Git, mais alors, ne mettez pas tout et n'importe quoi. Si votre configuration, lorsque vous déployez votre infra, génère des secrets, des API keys ou des choses comme ça veut dire que une fois que c'est déployé sur votre repo Git, déjà c'est dans votre repo Git, c'est pas génial. Tout le monde, potentiellement, les développeurs vont avoir accès à ces secrets. C'est peut-être pas génial non plus. Donc, c'est peut-être pas la bonne approche. La bonne approche, c'est plutôt de dire, OK, mes secrets, mes API keys, mes connection strings et tout le bazar, tous mes paramètres sensibles, je vais les mettre dans mon coffre-fort, Key Vault. Donc, quand je déploie mon infra, dans le Key Vault, et puis, en fait, moi, je vais, au moment où je vais mettre dans mon Key Vault, je vais récupérer le lien pour aller les récupérer dans le Key Vault, je vais les mettre dans mon paramètre de configuration. Et comme ça, lorsque mes applications vont aller chercher la configuration auprès du Configuration Manager, elles vont récupérer le lien. Et puis, une fois qu'elles auront récupéré le lien, elles pourront aller le chercher dans le Key Vault, moyennant qu'elles soient autorisées à aller chercher dans le Key Vault. Ça, c'est une bonne approche. Donc, on ne met pas n'importe quoi. Pareil pour les certificats. Allez pas les mettre dans le repo Git. Je ne veux pas voir ça. C'est interdit. Autrement, le mec de la Sécu, il va vous péter une pile.
Donc, pareil, même principe, votre certificat, vous le mettez dans votre coffre-fort, vous mettez le lien vers votre Key Vault dans votre configuration d'environnement, votre Configuration Manager le met à disposition à l'ensemble de vos composants, et ensuite, vos composants vont aller chercher votre configuration dans votre coffre-fort, votre certificat, dans ce cas-là. C'est bon pour tout le monde? Hop là, j'y arrive. Encore un point, le Configuration Manager, il peut être dangereux. Si vous ne faites pas attention, ça peut être votre Single Point of Failure, le SPOF de votre application. En effet, si votre Configuration Manager vient à tomber en rade et que toutes vos applications, vos composants d'application s'appuient sur lui, ils vont tous tomber en rade. Ils vont dire « Ah mais la configuration, je n'ai pas la configuration !» Hop, je suis mort. Donc, voilà, vous allez avoir un gros état désastreux. Donc, un premier conseil, c'est d'avoir une copie locale de votre configuration sur chacun de vos composants. Comme ça, si à un moment donné, votre Configuration Manager il n'est pas disponible pour des raisons X ou Y, votre composant continue à fonctionner. Il n'est pas dépendant uniquement de votre Configuration Manager. Et puis le deuxième conseil, c'est essayer d'avoir quelque chose qui est hautement disponible, donc avec des SLA assez élevés, de façon à ce que ce Configuration Manager soit le plus souvent disponible pour qu'il puisse distribuer de la façon la plus efficace votre configuration. En conclusion, et je me rends compte que j'ai été rapide, c'est pas grave, donc ça laissera plus de temps pour poser des questions. En conclusion, il faut penser cycle de vie, parce que ça va vous permettre d'optimiser la complexité de votre chaîne CI/CD, d'optimiser aussi l'élasticité de l'application. Donc, virez pas complètement sur du monolithe parce que vous trouvez que la configuration c'est compliqué. Non, il y a peut-être un chemin entre les deux qui consiste à dire déjà peut-être pas trop distribuer, pas faire trop de pipeline, en tout cas avoir quelque chose de cohérent et surtout à l'usage. Le deuxième point, limiter les paramètres. Alors je ne dis pas de ne pas en mettre, il en faut, c'est obligatoire, il ne faut pas virer dans l'exigeant, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop complexe. Si vous avez trop de paramètres, vous allez galérer. Et le dernier point, c'est évident, c'est promouvoir le GitOps. Il est à peu près certain aujourd'hui que ça améliore la maintenabilité de vos applications. Alors, bien entendu, en ayant pris en conscience de tous les éléments qu'il faut prendre en compte dans cette démarche GitOps. Et voilà, et c'est tout pour moi. Je vous remercie. C'est bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a qui se sont endormis. Ah, si, il y a une question là-bas. Est-ce que tu aurais 3-4 produits à nous soumettre? Pour faire du gestionnaire de configuration. Donc, j'ai parlé de Flux, donc, que certains doivent connaître peut-être, enfin, j'imagine. Alors moi, je suis très Microsoft, donc je vais vous parler des produits qui sont sur Azure. Donc il y a Azure App Configuration. Autrement, il y a des trucs très simples. Si vous voulez pas acheter si vous avez une application qui est assez simple et que vous voulez utiliser un gestionnaire de configuration, vous pouvez vous appuyer sur Redis, le cache Redis. On oublie, mais il y a une fonctionnalité de PubSub qui est vachement intéressante et qui vous permet de distribuer de manière assez simple, moyennant un petit peu de développement de votre côté sur les composants, de distribuer votre configuration. Et puis après, dans la famille Argo, il y a des produits, il y en a pas mal sur le marché. Ah, une question là-bas. Sur la partie optimiser les cycles de vie, là, quand on a identifié deux composants qui ont le même cycle de vie, j'ai pas trop compris quelle était ta préco en termes de regroupement. Alors, la préconisation, en fait, c'est plutôt de dire si ces deux composants sont déployés systématiquement au même moment, mettons à chaque fois qu'on fait une nouvelle version d'un des composants, il y a l'autre qui évolue aussi,
c'est de dire, il n'y a peut-être pas besoin de faire 2 pipelines pour les déployer. Si on les regroupe ensemble, on n'a qu'un seul pipeline, ça veut dire aussi qu'on n'a qu'une seule configuration. En tous les cas, on va avoir une configuration qui va certainement être beaucoup plus fédérée entre ces 2 composants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'exécuter dans le même contexte. On peut les déployer chacun de leur côté, mais le truc, c'est qu'on va avoir un processus de déploiement de CI/CD plus simple. Une question là-bas. Bonjour, j'avais une question sur le coût en fait de mise en place de tous ces outils-là, parce que on a notre chaîne CI/CD, mais là mettre en place un Vault c'est pas anodin non plus, et mettre en place du coup un gestionnaire de configuration c'est pas anodin. Et ça en fait nous on doit le proposer aux clients, donc oui ça va être mieux, mais quel était le coût en rétexte dessus Ouais. Alors après, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le Configuration Manager. En effet, ce n'est pas forcément des produits qui sont gratuits. Mais par contre, si vous êtes malin, en s'appuyant sur, mettons, du cache Redis, vous avez la possibilité de faire un Configuration Manager à moindre coût, avec un petit peu de développement, vous le faites assez facilement. Après, en effet, la problématique du Vault, c'est toujours le souci, mais on va dire que là, vous pouvez poser la question à votre client en disant Monsieur client, vous avez 2 possibilités. Soit je mets les certificats dans un repo Git avec le risque que tout le monde puisse y accéder. En tous les cas, ça sera de votre responsabilité. Et donc, du coup, on n'utilise pas le Vault. Soit vous dites, le client, il vous dit non, je ne veux pas prendre de risque, j'achète un Vault. Mais moi, je retournerai le truc dans l'autre sens. D'autres questions? Bon, très bien. Je crois qu'on peut s'arrêter là. On est en avance. Je vous remercie.